scientifique valable, parce qu'il faut savoir que la médecine d'aujourd'hui se base sur la preuve, et quand on n'a pas de preuve, on ne peut rien affirmer. Ce n'est pas du charlatanisme, donc il faut avoir toujours la preuve de ce qu'on doit avancer. C'est pour la raison pour laquelle nous avons essayé de mettre des frontières bien balisées entre les différentes terminologies qui peuvent être usitées au quotidien, pour essayer de remettre les choses dans un cadre nosologique plutôt bien défini. Le rapport entre IMC ou bien IMC, une infirmité motrice d'origine cérébrale et asphyxie fétale n'est pas forcément établi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'innombrables causes et l'asphyxie perpartum, finalement, selon les statistiques mondiales, ne représente que 10 à 25% des causes. Et l'une des premières causes d'asphyxie perpartum étant la grande prématurité, tout simplement, parce que vous avez un fœtus fragile qui n'a pas tout l'arsenal de mécanismes de défense que nous avons vu tout à l'heure pour essayer de réagir à l'agression qu'il va subir au moment de l'accouchement. Donc asphyxie fétale au cours du travail. 0,5 à 1% des accouchements à terme, reconnus comme étant, je l'ai expliqué tout à l'heure, une altération des échanges gazo-materno-fétaux qui vont aboutir à la constitution d'une acédose métabolique fétale profonde, et celle-ci va avoir comme répercussion à court, moyen, voire à très long terme, l'apparition de manifestations cliniques, en particulier neurologiques, à la naissance. Une petite précision concernant l'expression de souffrance fétale aiguë, voire même chronique, d'ailleurs que j'ai mis entre guillemets. Donc elle a été longtemps employée comme synonyme d'asphyxie, y compris dans les prétoires. Donc au jour d'aujourd'hui, pour avoir eu à assister à des procédures malheureusement de justice en rapport avec des dépôts de plainte concernant des complications de l'accouchement comme ça et des situations d'IMC, même les magistrats, même au niveau des cours pénales et autre chose, on utilise encore ce terme qui n'est plus la norme. La raison est simple, c'est qu'il n'y a pas de définition précise de ce que c'est que la souffrance fétale, tout simplement. Les sociétés savantes recommandent de ne plus l'utiliser. D'ailleurs, elle a été supprimée de la nomenclature des maladies depuis 2 décennies maintenant. Il est tout simplement une source de grande confusion dans l'interprétation et sa signification, et surtout dans la communication avec les parents. Quand on parle de souffrance, tout simplement, il y a un caractère péjoratif qui est associé à ce terme. Quelques éléments d'orientation pour mieux comprendre. Alors il faut savoir que l'association entre une asphyxie périnatale, perpartum ou bien fétale, c'est des synonymes. Et la survenue d'un handicap neurodéveloppemental dont l'enfance est connue depuis un certain nombre de décennies, voire même de siècles. Mais depuis cette période-là et cette époque, nous avons démontré que l'ensemble des anomalies pouvaient également avoir été acquises bien avant l'accouchement, c'est-à-dire dans la vie fétale. C'est ce qui se passe quand il y a, par exemple, un retard de croissance intra-utérin sévère. Le retard de croissance est tout simplement une manifestation d'un mauvais état de bien-être, c'est un petit peu paradoxal de dire ça, d'un mauvais état fétal, au point où il subit un certain nombre d'agressions, et c'est le reflet tangible. Le fœtus n'a pas les moyens de s'exprimer oralement, gestuellement ou autre chose. Donc quand il est dans de mauvaises conditions, dans ces situations de précarité intra-utérine, il va tout simplement ne pas croître selon les courbes de référence. Donc c'est un signe d'alerte. Et quand il ne croît pas suffisamment, le cerveau ne croît pas, l'oxygénation ne se fait pas normalement, donc il va automatiquement développer des lésions, et dans ce cas-là, elles sont déjà forgées et formées en antipartum. Et il y a également tout un contingent d'asphyxies péripartum qui peuvent être attribuables à des complications postnatales. C'est ce qu'on appelle l'inadaptation ou bien la mauvaise adaptation du fœtus à la vie extra-utérine. Il y a des normes d'homéostasie intra-utérine, il doit en développer d'autres quand il doit naître. Pendant la grossesse, il se nourrit grâce au sang qui véhicule l'oxygène et le nutriment et tous les éléments de l'équilibre homéostasique du fœtus, mais à la naissance, il doit développer son propre système circulatoire, sa propre respiration, ses propres facultés cognitives et ainsi de suite. Et souvent, ces choses-là ne se font pas parce qu'il n'y a pas de transition naturellement qui se fait entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Il est également indispensable de recueillir dès la naissance les éléments cliniques et biologiques permettant d'orienter, parce qu'on doit avoir le suivi. C'est pour ça qu'on doit surveiller ce travail-là avec un dossier médico-légal qui doit être où tous les paramètres du suivi de l'accouchement sont consignés par écrit, noir sur blanc et de façon bien évidente, pour essayer de comprendre s'il y a complication ou bien une asphyxie périnatale, si elle est attribuable à une anomalie du déroulement de l'accouchement ou bien si elle est imputable à une complication anti- ou post-partum. Les séquelles neurologiques, dont 15 à 25%,
sont attribuables à l'asphyxie au cours du travail et pas plus. Hein. Donc finalement, à peu près au maximum un quart des situations. Et ces statistiques n'ont pu être établies de façon réelle et tangible et pragmatique grâce aux travaux de l'International Cerebral Palsy Task Force. Donc c'est un groupe d'études et de travail international sur la paralysie cérébrale qui a permis depuis un certain nombre d'années, depuis 1994 et maintenant repris par l'American College of Gynecology et Obstetrics, pour essayer d'édicter un certain nombre de critères à la fois majeurs et voire accessoires pour essayer de componer la paralysie cérébrale ou bien l'infirmité motrice cérébrale à l'intérieur des clous de ces critères. Donc il faut avoir des critères majeurs qui doivent être présents tous. Donc il y en a au moins 4. C'est le pH inférieur à 7 à la naissance, un déficit en base, ce qui permet de tamponner un petit peu cette acidose qui doit être supérieure à 12 millimoles, l'existence d'une encéphalopathie néonatale, d'une paralysie cérébrale à type de quadriplégie spastique et dyskinétique. Et là, je laisserai un petit peu mes confrères neurologues et neurochirurgiens vous expliquer un petit peu la chose. Et l'exclusion d'une autre cause traumatique, infectieuse et génétique. Il faut faire l'expertise de cet état fœtal qui n'est pas fameux. S'il n'y a pas d'AVC, s'il n'y a pas qu'il soit ischémique ou voire hémorragique, s'il n'y a pas d'hémorragie cérébrale, s'il n'y a pas d'infection, c'est souvent le cas, on accouche dans des conditions d'asepsie qui ne peuvent pas être parfaites. Et l'accouchement peut également se compliquer d'un certain nombre d'infections qui sont l'infection de l'œuf, ce qu'on appelle la chorioamniotite, et celle-ci peut avoir un retentissement sur les fonctions cérébrales. Et vous avez un certain nombre d'éléments associés où cette fois-ci, pris séparément, ils n'ont aucune valeur. Non, il faut qu'ils soient convergents. Donc vous avez à peu près 5. Donc l'existence d'un événement asphyxique ou bien hypoxique pendant l'accouchement, procédance du corps dans autre chose, une altération du rythme cardiaque fœtal, un agrégat insuffisant à la naissance, une défaillance multiviscérale dans les moins de 72 heures de vie et une imagerie qui est explicite. Encore un élément d'orientation, c'est que les encéphalopathies néonatales peuvent être fréquemment rapportées à une asphyxie hyperpartum. Certes, oui, mais la paralysie cérébrale ne semble liée à une asphyxie que dans moins de 10% des cas. Donc on réduit encore cette fourchette de 10 à 25% d'encéphalopathie néonatale à moins de 10% pour classer la paralysie cérébrale. Si on applique bien évidemment les critères stricts de l'International Cerebral Palsy Task Force. Donc ça c'est important, c'est des éléments qu'on devra forcément reprendre quand il y a une expertise médico-légale d'une situation d'IMC ou bien de mort de travail malencontreuse ou bien d'asphyxie néonatale. Et je dois vous le dire que dans les prétoires de la justice algérienne, ce n'est pas forcément ce qui se fait en pratique courante. Donc la grande majorité des paralysies cérébrales est vraisemblablement d'origine anténatale, donc ce qui est l'argument de poids que nous avons pour essayer d'avancer, d'étayer la chose, c'est que malgré les efforts consentis et l'amélioration des qualités de la qualité de surveillance fœtale, je vous ai expliqué que même ailleurs, c'est les mêmes statistiques. On avait recours à des techniques de première, voire de deuxième ligne. On faisait des ERCF de façon continue, on fait le STAN ECG, on fait le pH au scalp, etc. Et on a depuis quelques années augmenté, voire même explosé, le taux de natalité par césarienne. Malheureusement, malgré ces deux paramètres, nous n'avons jamais réussi à réduire le nombre d'asphyxies périnatales. Ceci dénote et témoigne bien qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en considération que les complications inhérentes au travail lui-même. Quand vous avez un taux d'asphyxie qui ne se réduit pas, malgré le taux de césarienne, chez nous, on est à peu près aux alentours de 35-40% pour ce qui est du taux de césarienne. Alors toutes les sociétés savantes, même l'OMS, s'accordent sur un taux raisonnable qui doit être situé aux alentours de 15-20%. La nature est bien faite, les femmes et les parturientes doivent accoucher par les voies naturelles. La césarienne n'est qu'un artifice qui a été développé par l'être humain avec toute son intelligence pour essayer de court-circuiter un problème qui soit d'ordre fœtal, voire même d'ordre maternel. Donc malgré l'augmentation des critères drastiques de surveillance fœtale et le taux de césarienne, on n'a pas pu réduire le nombre d'asphyxies perpartum, ce qui dénote le caractère plutôt anténatal de l'entité. Qu'est-ce que c'est que l'asphyxie? L'asphyxie est tout simplement une histoire d'acidose métabolique associée à une hypoxie. Donc l'hypoxie étant elle-même une insuffisance d'oxygénation des tissus qui va être secondaire à un défaut d'oxygénation d'abord du sang, ce qu'on appelle l'hypoxémie. Donc
il faudra avoir 3 critères majeurs pour pouvoir la définir. Donc vous avez d'abord des éléments anamnéstiques, c'est-à-dire qu'à l'interrogatoire, quand vous êtes devant un nouveau-né qui présente une asphyxie, c'est-à-dire généralement la première personne à le recevoir étant le néonatologiste qui va procéder à la réanimation de ce nouveau-né. Il doit faire face à 3 critères pour essayer de pouvoir poser le diagnostic d'asphyxie fœtale. D'abord, il va rechercher des anomalies ERCF pathologiques, celles qu'on a vues, le code orange, le code jaune et le code rouge au moment du travail. Il doit automatiquement, même si vous avez fait un pH au scalp, refaire lui une pH-métrie au cordon à la naissance. Il doit trouver un pH qui doit être strictement inférieur à 7, un déficit en base supérieur à 12 et l'acide lactique de tout à l'heure dont on avait parlé qui doit être supérieur à 10 mmol par litre. Associé à ça, un score clinique d'Apgar, c'est l'évaluation de l'état de bien-être fœtal à la naissance qui doit être inférieur à 7. Comment se produit cette asphyxie? Tout simplement quand vous avez des contraintes subies par le fœtus au moment du travail. Il va développer des mécanismes de défense qu'on a vu tout à l'heure. Le premier mécanisme étant de redistribuer. Quand il est en hypoxie, il ne reçoit pas suffisamment d'oxygène pour diverses raisons. Il va redistribuer sa circulation sanguine au profit des organes les plus nobles, qui sont le cerveau, le cœur et les surrénales. Ce qui sous-entend qu'à un moment donné, il y a une hypoperfusion des tissus périphériques. Ces derniers, comme il n'y a pas d'oxygène, vont travailler selon un cycle anaérobie qui va développer de l'acide lactique. Et cet acide lactique-là va constituer notre fameuse acidose. Et c'est comme ça que vous avez la formation de cette acidose métabolique qui va avoir des retentissements majeurs sur le fonctionnement surtout cérébral de cet enfant. Nous avons quelques valeurs moyennes et limites du pH qui doit être dans la norme chez l'enfant. Donc pour ce qui est du pH, c'est à peu près 7,26 avec plus ou moins 0,07. La pression en dioxyde de carbone et en oxygène. Et qu'est-ce que c'est que les déficits en base? Mais je vous passerai de tous ces détails. Quelles peuvent être les causes de l'asphyxie fœtale maintenant? On a des causes directes, des altérations, des échanges gazeux. L'hypercinésie utérine, c'est quand vous avez un utérus qui se contracte trop rapidement et trop intensément. L'hypertonie utérine, c'est quoi? C'est quand vous avez un utérus qui est tout le temps contracté, qui ne se relâche pas du tout. Et vous avez également des compressions du cordon. Le cordon, c'est ce qui fait cheminer le sang, c'est le pont, la passerelle qui existe entre la mère et l'enfant. Donc quand c'est comprimé, le sang ne circule plus, donc l'oxygène ne circule plus. Vous avez des situations d'oligoamniose, c'est-à-dire un liquide amniotique qui est réduit, parce que ce liquide amniotique va servir de chambre de détente à des contractions qui sont amorties par ce liquide et qui sont transmises de façon plus ou moins atténuée à l'enfant. Quand il n'y a pas de liquide, eh ben, ça crée des problèmes. Vous avez le phénomène de Posarius et les compressions des gros vaisseaux, et quand vous avez également une hémorragie maternelle et autre chose. Sinon, vous avez des situations imputables directement à la fragilité de l'enfant, qui est la prématurité, le retard de croissance, et quand il y a des pathologies maternelles, telles qu'une infection ou bien un diabète. Comment on pose le diagnostic maintenant? Le diagnostic, le fœtus, quand il est pris isolément du milieu extérieur, c'est-à-dire en intra-utérin, l'évaluation est difficile parce que les méthodes d'expertise ou bien d'examen du fœtus sont assez limitées, malgré tout l'arsenal que je viens de vous détailler. Donc les techniques de surveillance au cours du travail sont fondamentales et le diagnostic de certitude ne pourra être posé qu'après la naissance et qui sera basé sur des critères précédemment définis, donc on vient de les voir. D'accord? Donc, on peut également évaluer l'état de bien-être fœtal. On surveillera le fœtus grâce au liquide amniotique. Mais ce liquide amniotique, il n'est présent avec un caractère méconial que dans 50% des cas. Qu'est-ce que ça sous-entend, liquide méconial? Donc, vous avez, quand j'ai expliqué qu'il y avait une redistribution de l'oxygénation au profit des organes nobles. Donc, s'il y a une redistribution au profit d'une certaine catégorie d'organes, il y a automatiquement une redistribution au détriment d'une autre catégorie d'organes. Les premiers organes, donc les moins nobles, je ne vous apprends rien, c'est le système digestif. Malgré que nous aimons tous bien manger, mais le système digestif n'est pas un organe aussi noble que ça. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des relâchements sphinctériens, ce qui va permettre à ce fœtus d'éliminer son méconium. Donc le contenu de ce tube digestif va être émis dans le liquide amniotique, il va prendre cette coloration un petit peu verdâtre qui ressemble à de la purée de pois. Donc c'est une purée de Gilvent. Il n'est pas spécifique, il n'est pas en soi un signe de mauvaise tolérance fœtale à l'asphyxie. Donc on ne peut pas se fier uniquement à ce critère-là. Donc le meilleur critère reste le rythme cardiaque fœtal, donc on l'a vu en détail tout à l'heure. Et on a vu expliquer qu'également quand on pouvait disposer des techniques de deuxième ligne, c'était franchement intéressant. Donc conduite à tenir. Donc une fois que nous avons fait le diagnostic de cette asphyxie, ou bien nous suspectons une éventuelle asphyxie, quelles sont les attitudes
pratique. Les mesures thérapeutiques immédiates en cas d'altération de l'ERCF. Donc, il faudra mettre en décubitus latéral gauche la patiente, l'arrêt d'une perfusion d'utérotonique pour freiner ou bien tempérer un petit peu les ardeurs contractiles de notre utérus. Et il faut essayer de procéder à un remplissage vasculaire, une expansion volumique pour mieux faire acheminer le sang vers le fœtus. On peut tenter une éventuelle tocolyse. La tocolyse, donc étymologiquement, toco c'est relatif aux contractions et lyse veut dire supprimer ou bien détruire. Donc on va essayer d'arrêter ces contractions en donnant un produit antagoniste à l'ocytocine de tout à l'heure qui favorise les contractions. Sinon, en fin de parcours, quand toutes ces solutions ne règlent pas le problème, il faudra procéder à une extraction en urgence. Le plus souvent se fait par césarienne. Donc l'oxygénothérapie, j'en ai parlé tout à l'heure, n'a pas d'indication parce qu'il n'a pas été démontré de bénéfices réels ni chez la mère ni chez l'enfant, et surtout qu'on avait trouvé des effets délétères néonataux parce qu'il y avait un syndrome de sevrage à l'oxygène et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on doit décider de l'extraction fétale en cas d'altération du rythme cardiaque fœtal? Donc on l'a vu, pour certains ERCF tels que le code rouge, il faut extraire d'emblée. Sinon pour les autres, si les mesures de correction qu'on vient d'établir ne règlent pas le problème, donc il faudra extraire. Et la décision à prendre dépend de facteurs multiples qui sont parfois complexes et qui sont également la sévérité intrinsèque des anomalies. On peut changer d'attitude ou bien légiférer sur ces attitudes ou bien déplacer un petit peu les frontières de leur indication en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont l'état, les anomalies proprement liées à l'ERCF, le stade d'évolution du travail. Par exemple, si j'ai une anomalie majeure de l'ERCF et que je suis en tout début de travail, sachant qu'un travail normal chez une patiente qui est primipare dure à peu près entre 14 et 22 heures, donc je n'ai pas la latitude nécessaire pour attendre 14-22 heures. J'interviens d'emblée. Mais si je suis à l'épilogue du travail, c'est-à-dire en phase d'expulsion, j'ai les moyens de terminer cette grossesse d'une autre manière, par exemple par une extraction instrumentale. Le contexte obstétrical, est-ce qu'il n'y a pas de pathologie maternelle associée? Est-ce que le fœtus est fragile ou pas? Et l'extraction instrumentale, j'aurais bien aimé pouvoir en parler dans le détail. D'ailleurs, j'avais adressé une communication dans ce sens. Ça sous-entend les interventions qui sont faites soit par les spatules de Thierry, la ventouse ou bien le forceps. Je pense que le forceps résonne dans l'esprit de tout le monde. Il n'y a pas de rapport de cause à effet entre l'application d'un forceps et la survenue d'une asphyxie. Si on applique le forceps, c'est parce qu'il y a une asphyxie ou bien une suspicion d'asphyxie. Donc il faut dédiaboliser cet instrument qui est ancestral, qui a été inventé ou bien par des gens, je vais dire avec tout le respect que je vous dois, 1000 fois intelligents que nous. C'est les mêmes personnes qui dictent quotidiennement les recommandations qui un petit peu encadre l'art de notre métier. Donc il a encore des recommandations de pratique clinique qui sont très actuelles et qui sont actualisées régulièrement, ce qui dénote un petit peu l'intérêt fondamental de l'utilisation du forceps. C'est pour ça qu'il doit faire preuve d'un apprentissage rigoureux et ainsi de suite. Mais le forceps n'est pas un instrument de torture, il n'est pas là pour créer des problèmes pour l'enfant. Quand on l'utilise, ça veut dire que déjà il y a un problème chez l'enfant. Donc on doit essayer de terminer très rapidement l'accouchement. La phase d'expulsion, la dernière partie de l'accouchement qui dure à peu près 30 minutes, on peut la réduire à 30 secondes en appliquant un forceps. C'est tout ce que ça veut dire. Et quand c'est nécessaire, on va aller vers la césarienne immédiate. Et vous voyez que la césarienne est la solution de dernier recours. Les cas particuliers, vous avez par exemple des fœtus prématurés au retard de croissance intra-utérin. Donc tout ce que je viens de dire va être remodelé en fonction de cette situation de prématurité de retard. Ça veut dire que c'est des fœtus qui sont fragiles. Donc on doit avoir une attitude, on doit être plus large dans les recommandations. Donc je ne vais pas forcément attendre à demander les moyens de surveillance de deuxième ligne, ni m'accorder encore un délai pour essayer de revoir la situation. C'est un fœtus fragile, il y a des anomalies d'emblée, donc je peux me permettre de terminer l'accouchement très rapidement, généralement par une césarienne cette fois-ci. Le liquide méconial également est un facteur de gravité au même titre que le retard de croissance. Vous avez également les grossesses prolongées. Le terme normal d'une grossesse se situe entre 37 et 42 semaines. Vulgairement et de façon un petit peu profane, on parle tous de mois
de grossesse, mais d'un point de vue technique, on n'évalue pas le terme de la grossesse et l'âge gestationnel avec les mois, mais plutôt en semaines de gestation, ce qu'on appelle des semaines d'aménorrhée. Donc l'intervalle du terme est situé entre 37 et 42, et quand on dépasse ces 42, c'est plutôt problématique parce que toutes les ressources énergétiques, nutritives du fœtus vont commencer à s'épuiser parce qu'il y a une horloge biologique, mais qui par moment va être un petit peu perturbée et l'accouchement ne se déroule pas, ne se déclenche pas. Le travail du mois ne se déclenche pas selon tous les paramètres que va expliquer le docteur Boudjadja tout à l'heure. Et vous avez également des facteurs iatrogènes qui sont ceux de la perfusion, par exemple, de l'ocytocine. L'ocytocine est un médicament qui entraîne les contractions utérines. On l'utilise par moment pour essayer de faciliter le travail, d'accélérer le travail quand il y a des anomalies de l'évolution du travail. Donc, le diagnostic d'asphyxie après la naissance peut s'évaluer grâce à un score d'Apgar. Donc, un score d'Apgar inférieur à 7 est un critère d'évaluation de l'asphyxie. Vous avez également la mesure du pH à la naissance, on l'a également trouvé. C'est la seule méthode permettant d'affirmer ou d'infirmer une paralysie fétale. Donc on le voit. L'imagerie cérébrale surtout, donc elle n'est pas très probante. Je termine. Conclure. Ouais, je termine. Donc nous avons l'échographie transfrontalière, qui est l'imagerie de première intention, mais dont l'apport est limité, mais surtout c'est l'IRM. Mais l'IRM impose une condition majeure qui est une grande expérience neuroradiologique néonatale. La prise en charge néonatale, il y a après la réanimation, maintenant ce qui est reconnu, c'est de mettre le fœtus en hypothermie. J'espère qu'il y a des pédiatres parmi nous, des néonatologistes pour nous expliquer un petit peu les modalités de cette prise en charge. Donc en conclusion, c'est un événement rare dont la détection n'est pas toujours aisée. Le dépistage va reposer sur toute l'armada et l'arsenal de surveillance que nous avons détaillé tout à l'heure. Ce qui va nous permettre d'éviter un petit peu les conflits, les amalgames et les embroglios entre interdisciplinaires d'abord et les situations de jurisprudence qui peuvent exposer les praticiens à des poursuites judiciaires. Je terminerai juste par rendre hommage à ce grand monsieur qui est le professeur Jacques Lansac, gynécologue obstétricien, qui nous a malheureusement quittés il y a 2 jours, et dont les travaux ont inspiré toute une génération de gynécologues obstétriciens. Et ces travaux m'ont également m'ont servi de support pour la communication d'aujourd'hui. Je vous remercie. Très bien. Nous arrivons au terme de cette première session, de cette